Bonjour tout le monde, JF Breton du balado Automédia. Bienvenue à un nouvel épisode en direct de l'avant-première médiatique du Salon de l'Auto de Montréal. Je suis en compagnie de Luc Poirier. Luc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. On est ici aujourd'hui pour discuter un peu. Bien, évidemment, on est au Salon de l'Auto. Fait qu'on va discuter notamment du Salon de l'Auto. Ça fait quelques éditions quand même que ton impressionnante collection de Ferrari fait partie des éléments d'attraction de l'événement. Parle-moi un petit peu de comment tu as eu ce réflexe-là ou quelle est la réflexion derrière justement ta présence à cet événement-là? Bon, premièrement, moi, je suis un habitué du salon parce que je venais tout le temps avec mon père quand j'étais jeune. C'était la sortie avec mon papa que j'adorais. Puis, ça a toujours été pour moi un moment important. Donc, premièrement. Deuxièmement, quand il y a eu la COVID, les manufacturiers, il n'y avait pas d'inventaire. Premièrement, il n'y avait pas besoin de faire de la publicité, faire des salons comme ça, parce que ça leur coûte cher aux manufacturiers. Donc, il n'y avait plus de nécessité. Puis, en même temps, il y avait les problèmes de masques, de transport, etc. Donc, le Salon de l'Auto avait pratiquement la plupart des manufacturiers qui se sont désistés. Fait qu'il fallait qu'ils trouvent une solution pour repartir la roue. Donc, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ça te tenterait-tu d'exposer quelques voitures? Quelques voitures, eux, ils pensaient que j'allais peut-être 2, 3, 4. Puis là, je leur ai dit, pourquoi qu'on ne met pas ma collection au complet, tu sais? Fait que là, ils ont été très, très contents. Puis ça a donné, la première fois que je suis venu au Salon de l'Auto, ça a donné comme un hype. Puis ça a aidé à repartir le salon. Puis à chaque année, depuis 3 ans, là, il y a de plus en plus de manufacturiers qui reviennent, tant mieux. Puis tant mieux pour tout le monde, parce que moi, je me souviens très bien de mes beaux souvenirs que j'ai eus ici, donc tant mieux si ça peut continuer. Puis justement, dans ce contexte-là, après la COVID et tout ça, on sait là, que tu viens d'en parler, le salon a connu des moments plus difficiles. Il y a beaucoup de manufacturiers qui se sont désistés. Ouais. On voit notamment qu'à Montréal, maintenant, il y en a quand même plusieurs, notamment cette année, qui sont de retour officiellement à l'événement. Justement, d'après toi, ça représente quoi comme impact ou comme intérêt pour un manufacturier et pour les concessionnaires, justement, d'un territoire, d'avoir un événement comme le salon? Dans mon cas, moi, quand j'étais jeune, je pouvais comparer plusieurs voitures en même temps en ayant tout au même endroit, là. Donc, moi, j'aimais ça. Je voyais les nouveautés aussi. Tu sais, je lisais les guides de l'auto assidûment là, à chaque fois qu'ils sortaient, la même journée que j'allais l'acheter. Donc, pour moi, voir ça, je pense que c'est important. Pour les concessionnaires également, surtout ceux qui se démarquent avec des nouveaux produits, exemple comme GM, Hyundai, Kia, tout ça, qui ont des produits super intéressants. Donc, puis pour les manufacturiers, je crois qu'il faut qu'ils gardent leur côté relation avec les clients. Puis, dans le temps du COVID, il n'y avait plus ce lien-là. On arrivait chez les concessionnaires, probablement, il n'y avait pas d'inventaire, il fallait acheter, il fallait attendre. Tu sais, le sentiment de proximité n'existait plus. Fait que, moi, je trouve que c'est important pour les manufacturiers de venir dans des salons comme ça. Puis, c'est pas pour rien que ça fonctionne, là. Les gens sont au rendez-vous. Là. Je veux dire, il y a peut-être 10 des gens du Québec qui vont venir ici. C'est quand même énorme. Là. Il y a quoi, 250 000 participants qui viennent, je pense. C'est peut-être 4-5 mais c'est quand même beaucoup. Là. Des gens en âge de pas. T'enlèves les enfants, t'enlèves les personnes âgées. Écoute, ça fait une bonne masse d'acheteurs potentiels. C'est pas juste des acheteurs potentiels, il y en a qui viennent juste pour voir des belles voitures. Exactement. Puis ça entretient cette passion-là. Puis j'aime l'élément, justement, expérience et proximité que tu as soulevé. Parce que surtout, on le sait, là, on est en 2025, je veux dire, magasiner une voiture, là, on peut très bien faire ça dans notre salon avec notre ordi ou sur notre selle. Donc, le walk-in en concession n'est plus ce que c'était à une certaine époque. Donc, ces opportunités-là de connecter physiquement avec la clientèle, il y a un bel attrait de ce côté-là. Tout à fait. De ton côté, si on parle un peu de la collection qu'on a juste ici derrière nous, j'étais curieux que tu me racontes un peu la genèse de ça. Dans le fond, présentement, justement, beaucoup de gens te connaissent comme, justement, par l'entremise de cette collection de Ferrari. Comment ça a commencé? Est-ce que tu as toujours été un collectionneur? En fait, ça a commencé quand j'étais vraiment tout jeune, tout petit, un petit enfant. Je tripais sur les voitures en général. Quand je dessinais des dessins, je dessinais des voitures. Donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a eu des films, des posters, des annonces télévision. Donc, puis j'ai commencé à m'intéresser à plus. Puis, mon rêve, c'est d'avoir une Porsche. Parce que dans ma tête de petit garçon, jamais j'aurais pu penser à acheter une Ferrari. Parce qu'à l'époque, il y avait une méchante différence de prix entre les deux et tout.
Fait que, quand j'ai commencé à travailler à 14 ans, ben, j'ai commencé à faire quand même beaucoup d'argent à 14 ans. Fait que j'ai acheté ma première Porsche à 15 ans et demi, j'avais pas 16 ans. Donc, j'ai acheté ma première Porsche que j'ai eue pendant 1 an et demi, à peu près 2 ans. Puis j'ai trippé là, comme un enfant. Puis j'ai eu un accident, perte totale. Puis au lieu de me racheter une auto, j'ai décidé d'investir dans mes compagnies que j'ai fait. Puis j'ai dit un jour, je vais acheter une Ferrari. Puis en l'an 2000, à l'année 2000, j'ai été chez le concessionnaire Ferrari. Puis à l'époque, ils en vendaient à peu près 12 à 14 par année. Puis il y avait 4 ans d'attente. Fait que le dépôt, c'était pas beaucoup, là, c'était 1 000 $. Fait que là, j'ai donné 1 000 $. J'ai dit au vendeur, j'ai pas l'argent pour acheter une Ferrari aujourd'hui, sauf que il me reste 4 ans pour essayer de trouver l'argent puis bâtir mes compagnies. 4 ans plus tard, l'auto, elle arrive, j'ai l'argent pour l'acheter, donc je l'achète. Puis à partir de ce moment-là, je suis devenu le plus gros client de Ferrari au Québec. Donc, c'est moi qui ai acheté le plus d'autos Ferrari neuves au Québec depuis 2004. Ça a été quoi le déclic, justement, entre j'achète une Ferrari et j'en fais une collection? C'est ça. Là, c'est la troisième partie. La troisième partie, en 2018-2019, il y a une auto qui s'appelle la Pista Spider qui sort, une 488 Pista Spider. Puis, je dis, je la veux. Ferrari me répond, on peut pas te la vendre, t'es pas un collectionneur, on a changé les règles, ça prend des collections pour acheter cette auto-là. Fait que là, je dis, voyons, je suis ton plus gros acheteur de Ferrari depuis 2004. Il dit, oui, t'es le plus gros acheteur, mais t'es gardes pas, t'es revends. Fait que là, je dis, OK, ben d'abord, je vais commencer à les garder, donc à faire une collection. C'est comme ça a commencé. Ça a commencé vraiment avec la COVID. La COVID est arrivée, j'avais du temps, j'avais des sous. Fait que là, j'ai dit, on va acheter des autos. Fait que là, j'avais du temps, je me promenais sur Internet. Là, j'achetais des voitures à travers la planète, là, parce qu'elles sont pas tous au Québec. Fait que j'achetais des autos, ça arrivait. J'ai loué un entrepôt. J'ai créé mon bureau dans l'entrepôt. Donc, mon bureau, on voit toutes mes voitures. Donc, c'est là que la collection a commencé. Fait que ça fait mi-2020. Tes prochaines cibles ou tes prochains ajouts potentiels? Dans les vieilles autos, j'ai pas mal complété. Il y en a peut-être une ou deux que je vais acheter. Puis c'est des vieilles autos, donc 15-20 millions qui valent. Fait que ça, je peux attendre, là, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Puis dans les nouveaux, en fait, c'est toutes la nouveauté. Fait que la F80 qui s'en vient, la SF90XX qui s'en vient également. Le 296 sort une version spéciale que je vais avoir également. Il y a la SP3. Donc, l'année prochaine, si je reviens ici, vous allez voir la SP3 assurément, la XX également, puis peut-être la 296 version spéciale. Je ne sais pas si je vais l'avoir reçue à ce moment-là. Fait que ça, c'est assurément les gros morceaux de chez Ferrari. Sinon, j'ai la McLaren W1, j'ai une Bugatti tourbillon qui s'en vient également. Mais plein d'autres autos, mais surtout les grosses autos, c'est ça. Il reste assez de place pour... On va acheter d'autres entrepôts. Excellent. Écoute, Automédia, on est un média qui s'adresse à l'industrie de l'automobile. Comme tu sais, c'est une industrie qui est en transformation rapide. Il se passe beaucoup de choses au niveau de la législation, au niveau des politiques qui sont prises, au niveau de l'électrification, les voitures chinoises qui s'en viennent sur le marché dans un avenir incertain, mais qui vont potentiellement arriver plus tôt que tard. Avec tous ces enjeux-là, et ça n'en est que quelques-uns, je veux pick your brain un petit peu, si tu me passes l'expression, d'entrepreneur, justement, pour ces entrepreneurs-là qui sont dans l'industrie de l'automobile. Comment tu vois un peu tous ces challenges-là, puis comment tu vois un peu le futur de l'industrie dans cette année puis dans les prochaines années? Tous les domaines, que ce soit automobile ou autre, il y a des changements. Moi, ça fait 35 ans, j'ai plusieurs entreprises. Il a fallu que je m'adapte constamment, sinon je ne serais plus là en entreprise aujourd'hui. Donc, les manufacturiers, les concessionnaires vont devoir s'adapter assurément. Puis effectivement, le plus gros changement, c'est l'électricité, d'après moi, là, qui va tout changer. Donc, oui, il va y avoir du changement, mais il faut s'adapter, on n'a pas le choix. Puis effectivement, les voitures chinoises, pas heureusement, là, parce que c'est le consommateur qui paye au final, mais qu'il y a des douanes très importantes, là, des frais de douane très importants. Mais c'est sûr que le marché change, il va continuer à... Tu aurais pu me poser cette question-là il y a 20 ans, puis dans 20 ans, tu pourrais me reposer encore. Donc, il faut s'adapter, on n'a pas le choix. Puis,
c'est là. Au niveau de l'expérience client, de l'expérience d'achat, d'après toi, est-ce Ouais, que ça a changé en tabarouette. Ben justement, on en parlait tantôt avec l'achat en ligne. Maintenant, il y a certaines marques ou nouvelles marques ou sous-marques. On pense aux agences boutiques, on pense à Scout notamment qui vient d'être annoncé, à Fila aussi qui vont aller avec des modèles de vente directe. Comment tu vois un peu cet élément-là de justement d'expérience d'achat? Ben, je pense que c'est causé beaucoup aussi avec COVID, Amazon et tout le reste. Là. De plus en plus, on commande nos choses sur Internet, donc c'est la suite des choses. Un automobile, c'est la deuxième plus grosse achat d'une vie d'une personne. Fait que, on est rendu là. C'est malheureux parce que moi, j'aimais l'expérience d'aller rencontrer, d'aller choisir nos options, de faire les choix de couleurs. Là, ça se fait tout comme Ferrari. C'est un 3D qui se promène, tu peux tout choisir ou à peu près. Donc, l'expérience client définitivement va changer à tout jamais. Mais est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? De toute façon, les jeunes sont rendus là. La nouvelle génération, ils font tout sur leur ordinateur, sur leur iPad, sur leur iPhone. Donc, on n'a pas le choix de... OK. Puis justement, ben, concrètement, là, imaginons là, que tu as un concessionnaire demain matin. Qu'est-ce que tu ferais différemment ou quelles seraient les choses au niveau de l'expérience client, au niveau de l'approche, au niveau de la façon dont ça fonctionne, qui seraient parmi les premières choses que tu ferais justement pour que le concessionnaire reste pertinent et une destination pour les acheteurs? Moi, avoir un concessionnaire aujourd'hui, justement, je ferais tout le contraire. J'essaierais d'avoir des expériences clients comme exemple exposé, exemple des voitures sur place, faire des... ça a l'air de rien. Même un concessionnaire comme GM pourrait amener les clients à la piste à Tremblant, puis faire une journée de piste, puis montrer ce que personne ou à peu près fait. Donc, le côté automobile, surtout chez les hommes, va toujours rester. Là. On est attiré par les moteurs, peu importe, auto, moto, peu importe. Là. Fait qu'on est attiré vers ça. Donc, il faut continuer à perpétuer ce sentiment-là, cette émotion-là. Les autos électriques, il y a moins d'émotion. C'est triste parce que, peut-être moi, je vais arrêter un jour peut-être ma collection parce que c'est plus du tout pareil. C'est des ordinateurs aujourd'hui. Quand c'est tout électrique, c'est un gros ordinateur qui se promène sur la route. C'est plus comme avant. Le bruit, l'odeur également. Donc, on verra plus ça. Là. Le mot-clé que je retiens notamment dans la dernière réponse, c'est l'émotion. Hein? C'est un achat émotif, c'est une expérience émotive. Donc, il y a quelque chose sur lequel aller tabler là, en termes de concessionnaire pour... 100%. OK, excellent. Écoute, par ailleurs, concessionnaire automobile, je vois comme deux grandes passions, deux de tes grandes passions, c'est-à-dire l'immobilier et l'automobile, assez bien réunis dans cette industrie-là. Comment tu pourrais me parler un petit peu de cet élément-là de l'immobilier qui joue quand même un rôle aussi? C'est plus qu'un rôle. Là. Il y a beaucoup de grands groupes automobiles qui achètent des concessionnaires, surtout pour l'immobilier d'abord et avant tout. Donc, parce que des compagnies comme Chrysler, Nissan vont moins bien, par exemple, ils achètent quand même le concessionnaire pour le terrain, pour la possibilité future de développer le terrain. Donc, on le voit. Fait que les deux sont vraiment interreliés de plus en plus. Puis, moi, peut-être qu'un jour, je vais me décider d'embarquer dans les deux. Donc, de faire mon côté immobilier que je fais toujours, puis jumeler ça avec le côté automobile. OK. Donc, on sait jamais. On ne sait jamais. Est-ce qu'on peut penser te voir justement faire un saut dans cette industrie-là concrètement? Ça se pourrait fort bien. OK. Intéressant. Donc, on va suivre ce dossier-là de très, très près. Dernier petit élément dont je voulais parler, on a parlé de l'expérience client en concession. Une des choses que tu fais énormément de ton côté, c'est toute la création de contenu, hein, d'être très présent sur les différentes plateformes. Et on s'entend, tu as d'autres choses à faire, dans le sens où tu as un agenda qui j'en suis convaincu, est assez bien rempli. Parle-moi de cet élément-là, notamment pour les concessionnaires, la place que ça prend dans ton horaire, puis justement, c'est quoi l'idée derrière ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Oui, mais en fait, il n'y avait pas d'idée en arrière de ça du tout. J'ai commencé peut-être un an et quart, un an et demi à être plus présent. Comment c'est arrivé? Je sais pas, j'ai juste mettons, dans une journée, j'ai fait 3 pauses, ça a fonctionné, puis j'ai continué, tu sais. C'est un peu par hasard. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime de ça? C'est que je suis capable de rejoindre plus de gens parce que les gens me demandent souvent « Ah, je veux que tu deviennes mon mentor » ou « Je veux que tu m'aides à des conseils. » Au lieu de faire du un par un, j'essaie de donner des conseils à plus de gens en général. Donc, ces plateformes-là le permettent.
Puis en même temps, j'essaie de mettre un côté humoristique. J'essaie aussi de changer la mentalité des Québécois au niveau de l'argent. Ouais. Donc, j'essaie de leur montrer que l'argent, c'est loin d'être mal. Plus les gens alentours font de l'argent, plus la société s'élève. Donc, il veut pas, il y a moins de pauvres, il y a plus de jobs qui créent, etc. Donc, c'est un plus pour tout le monde. Donc, j'essaie de changer tout ça. Puis, bon, ça me prend du temps, c'est sûr. Je dors pas beaucoup. Je dors à peu près 5 heures par nuit. Donc, souvent, quand ma famille dort, ben, j'ai un chiffre de nuit là, que je fais entre 10h30 et 1h du matin. C'est là que je fais pas mal toutes mes OK, parfait. Ben, puis justement, donc, ce que j'en comprends, c'est que ça te permet notamment de passer ces messages-là puis de rejoindre un plus grand nombre de gens. Ouais. Je présume que, parce qu'on s'entend, un concessionnaire automobile a aussi un peu ces objectifs-là, d'une certaine façon, de passer ces messages et de notamment parler de ses voitures, parler de ses promotions, parler de ce qui se passe en concession. Pour les concessionnaires qui auraient encore une hésitation, qui verraient peut-être que la création de contenu sur les médias sociaux, c'est peut-être un peu justement une dépense ou une perte de temps, as-tu des conseils ou comment tu leur proposerais de commencer ou de s'en aller dans cette direction-là? Ben, je veux dire, on n'a plus le choix. Moi, on m'avait proposé, par exemple, juste un exemple, sur Crave, une émission, il y a 4 ans. J'ai dit non, je connaissais pas Crave, je connaissais pas... pour moi, Crave, je connaissais pas. Fait que j'ai dit non, mais aujourd'hui, Crave, c'est plus gros que quasiment que TVA. Donc, je veux dire, à un moment donné, le monde change, il faut s'adapter. Puis les concessionnaires n'ont pas le choix. Là, tu veux dire, les médias traditionnels changent, on le voit. Là, donc, l'imprimé s'en va. Qu'est-ce qui va rester? Les médias sociaux prennent la place. L'intelligence artificielle aussi. Tu sais, ils veulent pas, les concessionnaires, il faut qu'ils se mettent à l'intelligence artificielle. Là. Exemple, les appels reçus qui est mieux dirigé, par exemple, ces choses-là. Donc, on n'a pas le choix. Tu sais, un concessionnaire automobile, comme n'importe quelle entreprise ou industrie dans le monde, il faut s'adapter, sinon tu meurs. Donc, ils n'auront pas le choix. C'est la saison de l'adaptation, notamment dans les prochaines années. Mais tu le disais tantôt, hein, c'est un cycle, c'est une roue qui tourne, c'est un cycle continu. Sans fin. Sans fin. Écoute, ben, cette entrevue-ci tire, quant à elle, à sa fin. Je te laisse, je fais une petite transition comme ça, je te laisse le mot de la fin quand même pour voir si, ce qui t'attend en 2025, c'est quoi tes prochains projets? Oui, j'en ai beaucoup. Mon année 2025, à date, là, ça fait 2 semaines, là, puis c'est pas mal mon plus gros début d'année à vie. Donc, ça regarde bien. D'ici un mois, je vais savoir. Je travaille sur 4 gros projets. Je pense que les 4 risquent de fonctionner. Donc, ça ne s'est jamais vu dans mon cas là, aussi rapidement. Fait que, vous allez entendre parler de moi certainement en 2025, ça c'est sûr. Merveilleux. Ben écoute, merci beaucoup. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation et bon salon. Merci.